Cela fait plus de 100 ans que les joueurs de football trichent. Dans les années 1920, ils creusaient des trous dans le terrain pour tenter de blesser leurs adversaires. En 1960, ils avaient des lames dans leurs chaussures et aujourd'hui, des lasers sont utilisés pour aveugler les joueurs. Voici donc l'histoire complète de la tricherie dans le football. Commençons par l'année 1924, lorsque des dirigeants ont carrément creusé des trous dans le terrain pour tenter de blesser des joueurs. Lors d'un match à Buenos Aires pour le titre de champion, l'équipe argentine Chacarita voulait tellement gagner qu'elle s'est faufilée sur le terrain tard la nuit et a creusé des trous dans le terrain, espérant que ses adversaires se casseraient les jambes en tombant dans ces trous. Il s'est avéré que les joueurs adverses ont évité les trous et ont remporté le match le jour suivant, remportant ainsi le championnat. Heureusement qu'on ne voit pas encore des choses similaires dans le football aujourd'hui. Mais une autre chose qu'on ne voit plus aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en Italie il y a 90 ans. En 1934, l'Italie de Benito Mussolini remporte sa toute première Coupe du Monde. Cependant, le dictateur Mussolini n'était pas un grand fan du football. Il se méfiait de ce sport, car c'est un sport anglais. Et à l'époque, l'Angleterre était un pays ennemi. Mais plus tard, il va comprendre alors, grâce à la persuasion du président de la Fédération italienne de football, Leandro Arpinati, qu'il pouvait faire du football un outil de propagande puissante et que le football peut être un vecteur social qui permettrait de changer les mentalités. Alors, pour gagner cette Coupe du Monde, tous les moyens étaient permis afin de bâtir une grande équipe. Plusieurs joueurs étrangers, notamment argentins, ont été naturalisés. Lors des quarts de finale contre l'Espagne, l'Italie devait gagner à tout prix. Mussolini a manipulé l'arbitrage pour s'assurer des décisions favorables pour son pays. De plus, les Espagnols ont subi une violence très intense et plusieurs joueurs espagnols ont été gravement blessés volontairement par les joueurs italiens, profitant d'une époque où les cartons n'existaient pas. Après avoir battu l'Espagne, suite à des décisions très controversées, l'Italie devait affronter l'Autriche en demi-finale, qui était à l'époque l'une des meilleures équipes du monde. Mais Mussolini ne pouvait pas rester sans rien faire. Il a désigné lui-même l'arbitre du match qui a validé aux Italiens un but fortement contesté. Ensuite, le défenseur italien, Wismonti, a gravement blessé le meilleur joueur autrichien, Matthias Sindelar, qui n'a pas pu continuer le match. L'Italie a joué de manière extrêmement physique, avec des tacles agressifs et des fautes non sanctionnées. Ils ont finalement gagné le match 2-1 pour aller en finale contre la Tchécoslovaquie. Le travail n'était pas encore terminé pour les Italiens. La veille de la finale, Mussolini a dit aux joueurs « Bonne chance pour demain, vous gagnez ou vous mourrez ». Il a dîné également avec l'arbitre suédois Ivan Ekling, la veille de la finale pour lui mettre la pression. Bien sûr, finalement, l'Italie a remporté la Coupe du Monde et l'arbitre a été radié à vie quelques jours après la finale. Malheureusement, la FIFA à l'époque n'avait pas assez de pouvoir et n'était pas une aussi grande organisation qu'aujourd'hui. Elle ne pouvait rien face à toutes ces manipulations politiques. Elle préféra alors fermer les yeux. Mais maintenant, c'est une histoire complètement différente. Le Bayern Munich n'a pas toujours été une grande équipe européenne. En 1964, il se battait juste pour participer aux barrages régionaux permettant de rejoindre la Bundesliga. En terminant en tête de la Ligue régionale du Sud, le Bayern devait affronter l'équipe d'Aix-la-Chapelle, très réputée dans l'ouest du pays. Une situation qu'il voulait à tout prix éviter. L'entraîneur du Bayern Munich, Zlatko Kaczkowski, a alors demandé à ses joueurs de perdre volontairement leur avant-dernier match contre Ulm, pour éviter de terminer premier de leur ligue régionale, et éviter donc l'équipe d'Aix-la-Chapelle. Pour s'assurer que son équipe perdait, Kaczkowski a commencé le match en titularisant 5 joueurs réservistes, espérant qu'ils joueraient moins bien que les titulaires. Cependant, ces réservistes n'étaient pas au courant du plan et ont joué sérieusement, marquant les 4 buts de leur équipe, ce qui a donné au Bayern une avance de 4-3 après 70 minutes. L'entraîneur, très embêté, il a vu que son équipe risquait de gagner malgré son plan. Il a donc commencé à s'énerver et crier depuis la ligne de touche pour que l'équipe se relâche. Ce qui a permis à Ulm de revenir et de gagner le match 6-4. Le plus marrant, c'est qu'ils ont fini quand même deuxième comme ils le voulaient. Ils n'ont tout de même pas réussi à monter en Bundesliga. Toujours en Allemagne, mais cette fois cette équipe n'a pas cherché à monter en première division, mais plutôt elle va descendre à cause de sa tricherie. Pour couvrir leur fraude, ils vont même jusqu'à utiliser des cercueils. L'histoire du Hertha Berlin, qui a contourné les règles au milieu des années 1960, est très surprenante, et surtout une histoire que tu n'as jamais entendue. Alors, écoute bien. À cette époque, le football allemand était soumis à un système strict de plafonnement des salaires, avec des limites sur le montant des transferts de joueurs et des primes. Le Hertha Berlin
qui cherchait à attirer les meilleurs joueurs, a eu recours à des méthodes déloyales pour contourner ces restrictions financières. Pour inciter les joueurs à rejoindre le club, le Hertha Berlin a dû leur offrir des récompenses qui dépassent les seuils autorisés par la loi. Günther Herzog, le trésorier du club et en même temps directeur de pompes funèbres, a élaboré un plan intelligent pour financer ces paiements illégaux. Herzog a imprimé secrètement 55 000 billets de match, qui n'ont jamais été enregistrés dans les comptes officiels du club. Le revenu de ces ventes de billets non enregistrés a ensuite été utilisé pour payer des joueurs au noir, ignorant ainsi le plafond salarial et d'autres restrictions financières. Pour éviter d'être démasqué par les autorités fiscales et les organismes de contrôle, Herzog a caché tous les documents et papiers liés à cette opération dans des cercueils, grâce à son métier de directeur de pompes funèbres. Cela a empêché les autorités de retrouver la trace des opérations illégales. Le scandale a toutefois été dévoilé et le Hertha Berlin a dû faire face à de lourdes conséquences. Le club a été sévèrement sanctionné, notamment par une relégation de la Bundesliga, à la suite d'une large enquête sur la corruption qui a secoué le football allemand à l'époque. Mais en 1978, l'Argentine et le Pérou se sont affrontés en Coupe du Monde, dans l'une des rencontres les plus controversées de l'histoire du football. Lors du match de la deuxième phase de groupe qui n'existe plus aujourd'hui, l'Argentine devait battre le Pérou par au moins 4 buts d'écart pour devancer le Brésil au classement et se qualifier pour la finale. Le tournoi se déroulait en Argentine, pays alors dirigé par le régime militaire de Jorge Rafael Videla. L'Argentine s'est imposée sur un score écrasant de 6-0 contre le Pérou, un résultat qui a immédiatement suscité des interrogations. Le score était trop élevé pour un match de cette importance, surtout contre une équipe péruvienne très forte. Le Pérou n'a pas joué à son niveau habituel qu'il a montré dans les matchs précédents. Il a semblé étrangement inefficace lors de cette rencontre décisive. Leur défense a été particulièrement critiquée pour avoir laissé passer 6 buts sans réelle résistance. Un fait inhabituel pour une équipe de leur calibre, surtout dans un match d'une telle importance. Des allégations ont rapidement fait surface, selon lesquelles le gouvernement argentin aurait corrompu l'équipe péruvienne ou aurait fait pression pour obtenir ce score. Certains récits laissent entendre que des grandes récompenses financières ont été offertes, ou même des menaces faites pour assurer la victoire de l'Argentine. L'Argentine s'est donc qualifiée pour la finale, où elle a battu les Pays-Bas 3-1 après prolongation, remportant ainsi sa première Coupe du Monde. Bon, maintenant passons à l'année 1980, où la tricherie avait un objectif autre que de remporter un match. Il y a 44 ans, le football italien a connu son premier grand scandale, l'affaire du Totonero. Le 23 mars 1980, un dimanche après-midi comme un autre en Italie, tout le monde s'apprêtait à regarder les matchs de la 24e journée de Serie A. Mais ce dimanche-là n'était pas comme les autres. Après une longue enquête, la police a débarqué dans les stades à la fin des matchs et a arrêté plusieurs joueurs et dirigeants de clubs. Ces images en direct ont choqué tous les Italiens qui regardaient les matchs. Plusieurs matchs de Serie A ont été arrangés et truqués. Le nombre de joueurs et de clubs impliqués est impressionnant. Par contre, pas tous les paris se sont passés comme prévu. Il y a eu plusieurs loupés et certaines grandes personnalités ont perdu énormément d'argent. Ils ont donc décidé de dénoncer tout le monde en donnant tous les noms impliqués dans l'affaire. L'AC Milan et la Lazio ont été rétrogradés en Série B et d'autres clubs ont été pénalisés de 5 points. Tous les joueurs impliqués ont subi des suspensions allant de quelques mois à 6 ans d'interdiction de jouer au football, avec notamment l'un des meilleurs joueurs du monde à l'époque. Paolo Rossi a été suspendu 2 ans, mais qui est revenu juste à temps pour participer à la Coupe du Monde 1982 qu'il a gagnée avec l'Italie et qui lui a permis de gagner son ballon d'or suite à son excellente performance. Mais cet arbitre a fait la pire erreur de sa vie pour une raison très banale. Malgré son historique d'arbitrage polémique, notamment lors du fameux Classico de 1970, Emilio Guruceta, un arbitre espagnol, a été choisi pour arbitrer la demi-finale de la Coupe UEFA contre Anderlecht et Nottingham Forest, qui a eu lieu le 25 avril 1984. Sa désignation a suscité de nombreuses préoccupations. Lors de ce match, Nottingham Forest s'est incliné 3-0 face à Anderlecht, après avoir remporté le match aller 2-0. L'arbitre a refusé un but parfaitement valable pour Nottingham Forest et 2 pénaltys très clairs. Ce résultat a permis à Anderlecht de se qualifier pour la finale de la compétition, et les décisions qu'il a prises au cours du match ont renforcé les soupçons de corruption qui ont entouré sa nomination. 10 ans plus tard, un dirigeant retraité d'Anderlecht a admis avoir accordé à Guruceta un prêt sans intérêt de 15 000 livres.
en échange de son aide à Anderlecht pour atteindre la finale. Guruceta n'était cependant pas là pour faire face à la justice. Il a été tué dans un accident de voiture en 1987. C'est complètement dingue de faire tout ça juste pour un prêt. Mais ce qui est encore plus dingue, ce sont les idées que cet entraîneur a eues dans les années 90. L'époque où John Beck dirigeait Cambridge United au début des années 1990 est célèbre non seulement pour les succès qu'il a apportés au club, mais aussi pour ses tactiques inhabituelles et souvent très contestées. Parmi les stratégies les plus connues de Beck, il demandait au club de laisser pousser la pelouse du stade quelques centimètres de plus que d'habitude. Cette tactique avait pour but de ralentir le ballon, ce qui permettait à son équipe, qui jouait plutôt un jeu de ballon long et direct, de conserver plus facilement le ballon dans la moitié de terrain de l'adversaire. Bien que cette tactique n'était pas techniquement illégale, beaucoup la considèrent antisportive. Beck faisait également tremper les ballons dans l'eau avant les matchs. Quand l'équipe adverse s'échauffait avec ses ballons lourds et gorgés d'eau, cela affectait leur performance, surtout s'ils avaient l'habitude de jouer avec des ballons plus légers et secs. Une autre méthode très connue de Beck consistait à changer la température des vestiaires de l'équipe adverse. Il augmentait le chauffage à un niveau insupportable ou l'éteignait complètement selon la période de l'année, afin de rendre les joueurs aussi inconfortables que possible avant même qu'ils ne mettent le pied sur le terrain. Cette tactique, combinée au style de jeu physique et brutal de son équipe, ont fait de Cambridge United un adversaire redoutable et souvent détesté pendant la période où Beck était entraîneur. Mais augmenter le chauffage n'est rien comparé à l'entraîneur qui va jouer le défenseur lors d'une contre-attaque contre son équipe. Nous sommes en 1999 et Enrique Martin est l'entraîneur de Leganés en Espagne. Enrique était le type d'entraîneur qui faisait tout ce qu'il fallait pour gagner, allant même jusqu'à entrer directement sur le terrain en plein match. Alors que son équipe menait 1-0 lors d'un match très important contre Badajoz, Enrique a vu l'attaquant adverse, Sabino Santos, courir rapidement vers le but sans hésitation. Il a frappé le ballon avec son pied et a empêché un but. L'équipe adverse était vénère. À cause de cet incident, il s'est vu bannir du football pour 10 ans. Mais ce n'est pas la seule fois où Enrique utilise une telle pratique. Il n'hésite jamais à employer toutes sortes de tactiques pour déstabiliser ses adversaires. Mais en 2004, il y a eu le plus grand scandale de corruption que le football portugais ait jamais connu. Le scandale Apito Dourado, ou sifflet doré. Ce scandale a révélé un réseau complexe de corruption où des dirigeants de clubs, notamment le FC Porto et son président, Pinto da Costa, qui était au centre des accusations. Des enregistrements téléphoniques ont montré comment des arbitres étaient sélectionnés et récompensés pour garantir des décisions favorables à Porto. Les arbitres désignés pour ces matchs recevaient non seulement de l'argent et des cadeaux, sous forme de montres de luxe, mais aussi d'autres services impliquant des prostituées pour garantir leur bien-être avant les matchs. Ces services étaient fournis dans le but d'assurer des décisions arbitrales favorables à Porto lors des rencontres. Porto a d'abord été condamné à une déduction de 6 points du championnat lors de la saison 2007-2008. Mais cette sanction a été annulée en appel. Pinto da Costa a été temporairement suspendu de ses fonctions pendant 2 ans. Mais les charges principales contre lui ont été abandonnées en raison du manque de preuves convaincantes. Le scandale a également conduit à la suspension de plusieurs arbitres et à une série de réformes dans la gestion des désignations d'arbitres au Portugal. Mais passons maintenant à 2006, où la triche de Marco Materazzi a permis à l'Italie de gagner le trophée le plus important au monde. L'incident entre Zinedine Zidane et Marco Materazzi est l'un des moments les plus controversés de l'histoire du football. Le 9 juillet 2006, la France et l'Italie s'affrontent en finale de la Coupe du Monde à Berlin. Le score est de 1-1 après prolongation, ce qui allait forcer les équipes à aller au tir au but. Pendant la prolongation, à la 110e minute, Materazzi, connu pour son comportement provoquant, savait que pour gagner la Coupe du Monde, il fallait se débarrasser du meilleur joueur du monde. Il a donc provoqué Zidane et a insulté sa sœur. Zidane n'a pas pu se retenir. Et sans réfléchir 2 fois, il s'est retourné et a asséné un coup de tête violent à Materazzi en plein thorax, le projetant au sol. L'arbitre n'a eu d'autre choix que d'expulser Zidane avec un carton rouge. L'expulsion de Zidane a laissé les supporters français sous le choc. La France a fini par perdre la finale au tir au but 5-3 et l'Italie a été couronnée championne du monde.
Cet incident a beaucoup fait parler. Si Zidane a été fortement critiqué pour sa réaction, beaucoup d'autres ont pris sa défense, comprenant son geste face à la provocation. Mais ce qui est souvent discuté, c'est le rôle de Materazzi dans cet incident. En insultant la famille d'un joueur pour le déstabiliser, peut-on dire qu'il s'agissait d'une forme de tricherie? Certains diront que c'est du jeu psychologique, d'autres y verront comme une méthode peu éthique et une forme de tricherie inacceptable. Peut-être si Zidane n'était pas expulsé, la France aurait gagné la Coupe du Monde. Toi, tu en penses quoi? Je voudrais bien connaître ton avis dans les commentaires. 3 ans plus tard, Thierry Henry a fait quelque chose aux Irlandais qu'ils n'oublieront jamais. L'Irlande a fait un excellent match contre les Bleus, contre toute attente. Le stade était plein de supporters et la France devait de gagner sur son terrain en raison de la forte pression. Mais elle ne trouvait pas le moyen pour y parvenir. Henry a décidé alors de prendre les choses en main quelques minutes avant la fin de la première mi-temps. Alors Thierry Henry a accompagné son ballon de la main, est-ce que vous l'avez vu? Ça allait tellement vite. Et pour je ne sais quelle raison, l'arbitre n'a rien vu. La France a donc éliminé l'Irlande de la qualification à la Coupe du Monde après un match nul 0-0 à Dublin. Henry ne se rendra probablement pas en Irlande avant un certain temps. Par contre maintenant, c'est une toute différente façon de tricher. Le 3 mars 2011, l'ex-défenseur ivoirien de Manchester City, Kolo Touré, a été testé positif lors d'un test antidopage. Selon Arsène Wenger, son ancien coach à Arsenal, Touré a pris un produit amincissant contenant vraisemblablement des molécules prohibées. Il dit il veut maîtriser son poids parce qu'il a des problèmes dans ce domaine et il a pris le produit de sa femme. Je pense que c'est une erreur. Il n'a pas été assez prudent. Je ne pense pas qu'il ait voulu faire quelque chose de mal et le cacher. Kolo Touré a nié toute tricherie devant la Fédération anglaise de football et a affirmé qu'il n'a pas pris volontairement de substances pour améliorer ses performances. Il a tout de même été contrôlé positif, ce qui signifie qu'il a bénéficié d'un avantage injuste et qu'il a triché, même si cela a été fait peut-être sans qu'il le sache. Finalement, il a su convaincre la Fédération anglaise de sa bonne foi et a été condamné à seulement 6 mois de suspension, évitant ainsi les 2 années de suspension possibles dans des cas pareils. Maintenant, on arrive à 2017, à une tricherie que tu as dû voir en direct. Tu sais de quoi je parle? Bien sûr que tu le sais. Je parle de la tricherie de Luis Suarez qui a trompé l'arbitre pour réaliser la plus grande remontada de l'histoire de la Ligue des Champions. La belle performance du Barça contre le PSG 6-1. Laisse-moi te dire une chose, ce n'était pas censé se produire sans Suarez. Le Barça savait que pour se qualifier, il devait marquer plus que 4 buts, puisque le PSG avait gagné 4-0 au match aller à Paris. Mais il semble que Suarez avait déjà une stratégie et il était prêt à faire du cinéma s'il le fallait. Suarez a fait un beau plongeon et il a eu l'arbitre sur ce coup-là. Il a réussi à avoir un deuxième penalty après que l'arbitre avait déjà accordé en début de deuxième mi-temps un penalty à Neymar, que beaucoup ont considéré inexistant. Ok, nous voici en 2022 et les lasers sont la nouvelle forme de tricherie dans le football. Cette fois-ci, l'Égypte en a été la victime de la manière la plus claire qui soit. Mais pour être honnête, il faut rappeler que ce sont les supporters égyptiens qui avaient utilisé cette méthode en premier. Quelques jours plus tôt, au Caire, un seul pays africain par groupe était autorisé à participer à la Coupe du Monde. Et ce devait être soit le Sénégal, soit l'Égypte. Après 2 rencontres, les 2 équipes étaient à égalité, ce qui signifiait que le rêve de Coupe du Monde de tout un pays se jouerait lors d'une séance de tir au but. Lorsque Mohamed Salah s'est avancé pour tirer, tout le monde pensait qu'il allait marquer comme il le fait toujours avec Liverpool. Les supporters sénégalais avaient un plan pour l'empêcher de réussir. Ils ont utilisé des lasers pour l'aveugler pendant son tir, s'assurant ainsi qu'il le rate. Et c'est ce qu'il a exactement fait. Sadio Mané a alors tiré pour le Sénégal. Et sans laser sur son visage, il a marqué, envoyant le Sénégal à la Coupe du Monde et les Égyptiens à la maison. Les Égyptiens se sentent dévastés par la tricherie claire qui a été commise. Mais c'est eux qui avaient commencé. Mais maintenant, en 2024, l'affaire de Lucas Paqueta a fait un gros scandale dans le monde entier. Tout a commencé à l'été 2023. Lucas Paqueta était au top de sa carrière. Brillant à West Ham, il était sur le point de signer avec Manchester City. Un rêve pour tout joueur, les négociations étaient en cours et tout semblait parfait. Mais tout a basculé lorsqu'une enquête sur des paris illégaux a fait apparition. Des rumeurs ont commencé à circuler. Des membres de sa famille et des amis proches auraient parié sur des matchs où Paqueta jouait. Ils auraient parié que Paqueta recevrait un carton jaune. Et c'est exactement ce qui s'est passé à plusieurs reprises.
L'enquête de la Fédération anglaise de football a découvert que ces cartons jaunes, qui semblaient inutiles, étaient en réalité liés au scandale des paris. Apparemment, Paqueta aurait volontairement cherché à être sanctionné par l'arbitre pour faire gagner de l'argent à sa famille et ses proches. En conséquence, les discussions avec Manchester City ont été suspendues, laissant Paqueta face à une tempête médiatique et une enquête qui pourrait marquer la fin de sa carrière. Paqueta a nié ces accusations et s'est engagé à défendre vigoureusement son innocence, déclarant qu'il n'avait jamais eu l'intention de tricher. Les fans, les médias et les autorités du football attendent de voir comment cette histoire va se terminer. Et une chose est sûre, la carrière de Paqueta ne sera plus jamais la même. Comme promis, voici les 5 noms qui ont été choisis pour les dédicaces. Merci à tous d'être de vrais abonnés à Elite Foot. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous aimerez aussi la première partie qui apparaît à l'écran. Alors cliquez dessus.